Bonjour à toutes et à tous mes délicieux amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Entre Rôlistes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir 3 ouvrages des fondations de l'imaginaire. Alors, pour me faciliter la vie, évidemment, il y en a un qui est en vertical, en horizontal et les deux autres en verticaux. Donc on a des gaufres pour Esther, Après l'accident et la bibliothèque de l'infini. Donc ce sont 3 petits jeux de journaling que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, on a un petit rituel, donc si vous voulez nous soutenir parce que vous aimez notre chaîne et notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à suivre la communauté sur Discord, à nous soutenir via Tipeee, éventuellement avec Ludum, le lien est dans la description. Si jamais vous voulez acheter un jeu de société, un jeu de rôle ou autre, vous passez par le lien, ça nous fait une petite commission sur votre panier d'achat sans que vous ne déboursiez rien de plus. Voilà, on va gagner du temps aujourd'hui, on passe tout de suite à la suite. Donc on va parler de ces 3 ouvrages. Et on va commencer par Des gaufres pour Esther. Donc dans ce jeu de journaling, en fait, vous allez incarner une serveuse qui a une cliente habituée dans son restaurant qui s'appelle Esther, et en fait qui vient chez vous pour manger son petit repas habituel, soit des gaufres, un café et puis des pommes de terre derrière. Et un beau jour que vous la recevez dans votre restaurant et que vous voulez lui servir son plat, vous partez en cuisine, vous revenez et mystérieusement elle a disparu. Aucune trace n'est laissée, vous ne savez pas ce qui se passe, donc tout le sel de l'enquête va être de comprendre ce qui est arrivé à Esther et de parcourir la ville pour essayer de la retrouver. Alors le jeu fonctionne de manière assez simple, vous avez besoin d'un jeu de cartes de 52 cartes, un set de dés qui vont du D4 au D12, et en fait vous allez voir que ce jeu emprunte certaines mécaniques de Brindlewood Bay au niveau de la déduction, une fois que vous aurez tiré tous les indices de votre aventure, et également de Cthulhuac au niveau de la fonctionnalité des dés. Donc il faut savoir que vous avez 2 caractéristiques, une caractéristique qu'on bafouille de serveuse et une caractéristique de détective. Vous mettez un D10 et un D12 dans l'une ou l'autre, c'est vous qui choisissez la caractéristique dans laquelle vous vous estimez être la plus forte. Et une fois que c'est parti, c'est très simple. Vous faites une map avec 13 lieux, donc le livre vous propose des lieux différents si ça peut vous aider à vous aiguiller, mais après vous mettez ce que vous voulez, sachant qu'il y a toujours le restaurant au début. Vous pouvez mettre un musée, une boulangerie, la maison d'Esther, que sais-je. C'est vous qui choisissez, qui créez votre ville. Donc vous avez 13 lieux, ça veut dire que vous avez 13 tours pour résoudre l'énigme, et en fait le but du jeu va être d'aller explorer ces lieux, de faire un jet sur une table aléatoire, et de découvrir l'événement ou les contraintes que vous y rencontrez, et inventer votre histoire en créant des scènes, en créant une narration qui va autour de cet événement aléatoire que vous avez tiré dans ce lieu précis. Donc selon le résultat du dé en fait que vous allez faire, vous allez avoir un événement dans le lieu, puis cet événement va éventuellement vous demander de faire un test. Et là vous choisissez avec quel dé vous résolvez votre test, soit le détective, soit le serveuse, donc il y en a un qui a un avantage au début évidemment puisqu'il est 12 alors que l'autre est 10. Et ensuite selon votre résultat, ça va se traduire par un échec, une péripétie, une réussite ou une très grande réussite. Dans le cas d'un échec, vous allez avoir un événement négatif à résoudre, qui sera là aussi précisé via un tirage, et vous avez aussi la perte d'un niveau de qualité de votre dé. Donc, par exemple, si vous avez fait un 1 ou un 2 sur votre D10, celui-ci est rétrogradé et devient un D8, donc c'est le système de Cthulhuac en fait avec les torches et le bagou. Donc l'idée c'est que si vous foirez vos dés, vous allez être de moins en moins performant parce que vos prochains dés vous permettront d'avoir des résultats moins élevés qu'à l'origine. Si vous faites 3 à 4, vous avez une péripétie, donc un événement qui est assez saugrenu ou inattendu, donc vous devez le résoudre. Et sur un 5 ou plus, c'est un succès, vous gagnez un indice. Sur un 10 ou plus, ce sont 2 succès. Donc là, vous gagnez 2 indices. C'est un grand succès, et vous gagnez 2 indices plutôt. L'idée étant donc que vous rinse and repeat, vous faites ça à chaque fois en écrivant dans votre journal intime ou dans votre... vous enregistrez en audio, enfin bref, vous choisissez le support qui vous convient le mieux pour vivre votre aventure en journaling. Donc une fois que vous avez décider que tous les indices que vous avez acquis dans les différents lieux, avec les différents événements et les pérégrinations que vous avez faites pour retrouver Esther, sont suffisants pour trouver la conclusion, le dénouement, et là vous allez calculer le nombre total d'indices que vous avez. Plus vous avez d'indices, plus ça va vous permettre d'augmenter la qualité du dé de déduction. Donc c'est le jet final en gros qui va vous permettre d'élucider ou non l'histoire et le mystère autour d'Esther. Donc là pareil, plus vous avez d'indices, plus votre dé monte en qualité, et si vous faites 5 ou plus, c'est une bonne résolution, votre dénouement et votre conclusion est favorable, tous vos indices sont utiles et vous ont conduit vers la bonne résolution de l'enquête, à vous de l'inventer, à vous de l'écrire et d'avoir une histoire palpitante. Si vous faites 1 à 2, vous avez fait des erreurs, vos conséquences vont être néfastes, probablement qu'Esther aura vécu un très mauvais moment, et donc c'est que vos indices ne sont pas suffisamment concordants. Et après entre 3 et 4, vous arrivez à une conséquence un peu saugrenue. À vous de définir ce qui s'est passé d'étrange. Ce que j'ai pensé d'Esther, c'est que c'est assez loufoque et assez tordu au niveau des événements, par exemple, je vais en prendre quelques-uns. Dans les complications,
Un notable de la ville voisine vous bassine avec le charme pittoresque de votre petite ville et exige une visite guidée. Ok, bon ça c'est encore assez clair. Là par exemple dans les indices on a un renard entraîné, une clé rouillée, des jumelles, la tête d'un costume d'ours, un compartiment secret, une photo déchirée, une recette de cuisine cachée, une créature contrefaite, bref une épée en mousse. En gros il y a quelques indices qui vont être assez logiques et qui pourraient conduire à quelque chose dans une enquête, mais il y a d'autres indices vraiment, ils sont hyper tirés par les cheveux. C'est vraiment... Je trouve que c'est confusant, parce que quand on est sur une enquête, moi je pars du principe qu'on part sur une enquête un peu policière, même si à la base là on est une serveuse, donc il faut qu'il y ait quand même un peu de logique, un peu d'intérêt à tout ça. Finalement, le jeu se positionne comme un jeu d'enquête, mais un petit peu loufoque, un petit peu plus bas en termes d'attente par rapport à de l'enquête en fait. Donc c'était assez particulier. Moi j'ai trouvé ça mid, c'est pas un jeu qui m'a trop donné envie d'être poursuivi, d'autant que le pitch initial je l'ai trouvé mais. Donc voilà, c'est pas un jeu de journaling qui me donne envie, et peut-être que vous allez voir, le suivant sera plus intéressant. Et maintenant on passe au deuxième ouvrage, que celui-ci je trouve beaucoup plus intéressant et qui s'appelle Après l'accident. Donc Après l'accident est un ouvrage dans lequel vous allez incarner une survivante. Après un accident, wow, Captain Obvious, comme son nom l'indique, mais vous vous retrouvez seul et dans un endroit isolé. Donc là encore, évidemment, on est sur un principe de journaling, ça va durer une vingtaine de jours, donc votre entrée va faire plus ou moins 20 entrées, selon comment vous allez jouer le jeu, comment vous allez résoudre les événements qui vous sont tirés là aussi aléatoirement, mais à base de cartes. Et justement, sans plus tarder, rentrons dans la mécanique du jeu. Donc, pour jouer à Après l'accident, il vous faut tout simplement 52 cartes. Voilà, un jeu de 52 cartes, c'est plutôt simple à avoir. La manière dont ça va se construire, c'est que vous allez trier toutes les cartes cœur, toutes les cartes carreau et les cartes trèfle. Vous faites 3 piles. Les cartes cœur, c'est pour le setting, donc ça va être tout l'acte 1. C'est plutôt, quand vous allez tirer des cartes, ça vous renvoie à un tableau qui dit, par exemple, si vous allez au 3 de cœur, on va regarder ça ensemble et on va voir ça. 3 de cœur, ça dit comment votre blessure s'est-elle aggravée. Voilà. Donc on arrive sur une histoire de setting, c'est vraiment la base de votre aventure. Et vous allez tirer toutes vos cartes du deck de cœur de cette manière-là, jusqu'à arriver à l'acte 2 qui sera symbolisé par le carreau, et là on arrive plus dans des actions de type préparatif. Donc comment est-ce que vous subsistez, vous avez fabriqué une arme, qu'est-ce que c'est, vous entendez quelque chose et vous allez le voir, vous faites qu'est-ce qui se passe. Et enfin ensuite on arrive aux cartes de trèfle, après les cartes de carreau, et là on est sur l'acte 3, on arrive vers des révélations, des pistes, des petits moments de réponse par rapport aux interrogations des faits précédents. Et plus ou moins on se dirige vers la conclusion qui sera symbolisée par l'as de pique qui se trouve tout à la fin du paquet, et lorsque vous tirez l'as de pique, eh bien vous arrivez sur la fin de l'aventure, et c'est là où vous devez la conclure une fois pour toutes. Il faut savoir que les cartes pique, elles, sont mises de côté pour une bonne raison. Déjà, les 3 figures pique valet dame roi vous servent à faire des événements scriptés de début et de fin de partie, donc vous allez les tirer à 2 reprises seulement, et ça oriente un petit peu le début de l'aventure et la fin de l'aventure. Donc ce qui est bien, c'est qu'après l'accident, vous n'êtes pas complètement lâché dans la nature, jeu de mots voulu, mais vous avez un petit peu de guide au début et un petit peu de guide à la fin pour essayer de vous lancer dans votre aventure et de recentrer ensuite tout ce que vous avez vécu pour en faire quelque chose en vue de la conclusion définitive. Également, les autres cartes de pique ont une spécificité, ce sont des pistes. Alors les pistes, vous allez me demander ce que c'est. C'est très simple. Dans certains événements que vous allez tirer lors des chapitres, vous allez avoir 3 mots en fait après votre entrée. Donc par exemple, si je prends un 10 de cœur lors de mon tirage, qu'est-ce qui a remonté votre morale aujourd'hui ? Et là, j'ai des petits pas avec 3 nouveaux mots. Il y a écrit signal, jouet ou animal. Et en fait, ça veut dire que si je le souhaite, à ce moment de la partie, je peux choisir l'une des 3 pistes qui me semble être la plus en résonance avec l'aventure que j'ai envie de vivre ou avec la situation que je viens de raconter. Et en faisant cela, on va tirer une des cartes de pique qui est restée de côté, peu importe laquelle, du 2 au 10. On va associer à cette carte cette piste qu'on vient de dire. Donc là, par exemple, si je dis que qu'est-ce qui a remonté le moral aujourd'hui ? Un animal. Donc on va dire qu'il y a un petit oiseau qui s'est posé sur moi, sur mon épaule, ça m'a fait me sentir un petit peu plus vivante, etc. J'associe la première carte de pique que je trouve, donc le 2 de pique par exemple, à l'animal. Je prends cette carte de pique, qui n'était pas dans le paquet des actes, je prends 5 cartes du dessus du paquet des actes, je mélange le pique dedans, je le repose, et donc, déjà je rallonge un petit peu mon aventure parce que je vais avoir une carte de plus à tirer, mais surtout quand je vais tomber sur cette carte pique, donc cette piste en lien avec l'animal, je vais aller regarder dans les pistes et ça va me dire animal, quelle relation avez-vous développée avec l'animal que vous avez rencontré ? Et donc cette idée, c'est de préciser et d'orienter et de configurer à votre sauce
l'aventure en ayant un peu plus de choix, un peu plus d'impact sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez rencontrer dans les différentes cartes que vous allez tirer. Et ça, c'est quelque chose qui est alors, un petit peu confusant à la lecture, mais après qui est vraiment bien, parce que vous allez pouvoir, même si c'est vous qui créez votre aventure à la base, donc tout vient de vous évidemment, mais vous allez pouvoir l'orienter de manière scriptée, choisie. On vous pré-mâche des choix et vous prenez celui qui vous convient le mieux, et ce qui fait que vous orientez votre aventure dans la direction qui vous convient au moment donné. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ce que j'ai trouvé également très cool avec cette aventure, c'est le fait que vous avez des settings qui vous sont proposés, et pas moins de 13 settings dans le livre. Donc ça, c'est vraiment très cool. Alors forcément, quand on pense après l'accident, moi, de mon expérience et de ma sensibilité, c'est les trucs un peu bateau, crash sur une île déserte en avion, en bateau, des choses comme ça. Donc sont bien les 2 premiers settings qui sont proposés par le jeu. Navigation, voilà, vous partez en bateau faire un tour du monde et hop, vous tombez sur une île déserte après le crash de votre bateau sur des rochers. Crash aéropostale, ça c'est assez marrant, vous êtes en 1920, vous êtes un pilote de l'aéropostale et puis votre avion s'écrase sur une île, hop, vous vous retrouvez tout seul. Mais après on va dans des choses un petit peu plus modernes et un petit peu plus originales, auxquelles on ne penserait pas forcément dans le concept perdu sur une île déserte ou accidenté dans un endroit isolé. La spéléo, vous partez en expédition spéléologique, vous allez sous terre, paf, vous vous retrouvez coincé quelque part, vous n'avez plus de traces de vos collègues, qu'est-ce qui se passe? Une randonnée, vous partez en randonnée en forêt avec des potes, et puis vous vous perdez, vous vous retrouvez plus, vous êtes tout seul, livré à vous-même dans une forêt, comment vous vivez le truc? La bourgade abandonnée, ça c'est un petit peu plus ésotérique, vous avez quelque chose qui vous appelle, un rêve, une petite voix dans votre tête, quelque chose d'étrange qui vous intime d'aller à un endroit précis, dans un petit village abandonné de votre pays, vous savez pas pourquoi vous y allez, mais un jour vous dites, allez j'y vais, j'explore. Et vous vous retrouvez toute seule là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Etc. L'orbite aussi, c'est intéressant. Vous êtes un astronaute dans l'ISS avec vos potes des autres pays. Ils sortent faire une EVA, ça se passe mal, il y a un accident et vous vous retrouvez toute seule coincée dans le vaisseau. Comment vous vivez l'aventure? Et un autre que j'ai trouvé vraiment très cool, alors je ne les fais pas tous, mais celui-là m'a vraiment parlé, c'est en gros c'est le principe d'un jour sans fin. Vous vous retrouvez au bord d'une rivière, le visage dans la boue, vous vous réveillez, vous voyez au loin votre ville natale, vous êtes un petit peu perdu dans la pampa, et à chaque jour, à chaque fois que vous allez finir un événement, vous vous réveillez exactement au même endroit, peu importe ce que vous avez fait dans la journée, sans jamais réussir à atteindre le village. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est des cadres qui sont plutôt originaux, et qui restent assez pertinents en fait, parce que par rapport à la mécanique et aux fonctions et aux petits événements qui sont indiqués dans le livre, et tous ces settings-là, je trouve, sont vraiment appropriés en fait à vivre avec cette mécanique-là, une aventure assez exceptionnelle et unique. Donc vraiment, après l'accident, c'est parmi les 3 que je vais vous présenter, c'est vraiment celui que j'ai préféré, et celui-ci, il est fort probable que j'essaye de le faire. Moi qui ne suis pas un adepte des jeux de journaling et du JDR solo, eh bien je vais peut-être m'essayer à celui-là. Et enfin, on part sur le 3e ouvrage qui s'appelle La Bibliothèque Infinie. Alors celui-ci, vous allez voir, il est beaucoup plus ésotérique et surtout, il est hyper mécanique. Et genre hyper mécanique au point où ça me donne pas du tout envie de jouer à ce jeu. Je spoil directement mon avis, mais sachez que la lecture de cet ouvrage a été extrêmement difficile et la compréhension de ces mécaniques l'a été encore plus. Donc le pitch de la Bibliothèque Infinie, c'est très simple, vous êtes c'est très simple, pas si simple que ça. Vous êtes un bibliothécaire dans la Bibliothèque de l'Infini. Donc les bibliothécaires sont des gens qui ont accès à ce lieu qui est un petit peu hors de l'espace et du temps, et qui contient en gros tout ce qui existe au niveau des ouvrages de l'univers, tous les écrits sont là-dedans. Et vous allez voyager dans cette bibliothèque à la recherche de 6 documents spéciaux, donc c'est pas précisé plus que ça. En gros, vous allez fouiller la Bibliothèque de l'Infini pour trouver 6 documents. Vous n'avez qu'une journée pour le faire. Une journée est rythmée par un nombre de fatigues en fait. Vous avez 4 cases fatigue sur votre fiche de personnage, et l'idée c'est que si jamais vous cochez la 4e case, votre journée s'arrête, vous avez perdu l'aventure, donc ça faudra recommencer. Vous allez explorer toute cette bibliothèque, essayer de ne pas succomber à la fatigue et trouver ces 6 pistes. La mécanique du jeu, elle vous impose d'avoir un jeu de 52 cartes, donc comme après l'accident, mais en plus 2 D6, parce qu'il y a des tables dans le jeu, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. Les cartes, elles vont servir à 2 choses. Elles vont vous permettre de faire des tests, mais elles vont également servir de map et de ressources. Donc l'idée, c'est que vous avez une carte de la Bibliothèque de l'Infini que vous allez fabriquer au fur et à mesure que vous l'explorez. Vous mettez une première carte sur le plateau, ça correspond au bureau de l'Infini, donc c'est le bureau des bibliothécaires, c'est là où vous vous situez. Et ensuite, vous allez décider d'une action à faire parmi voyager, conduire des recherches, surmonter des complications ou poser des questions. Vous tirez 2 cartes de votre jeu et vous lancez 2 dés. Il faut que vous compariez le résultat de vos dés
à la valeur de chacune des cartes individuellement. Et en fonction de ça, vous allez obtenir un résultat qu'on qualifie de lumière, ombre ou ténèbres. Donc en gros, c'est le degré de réussite que vous faites sur l'événement, sur l'action que vous avez choisie. Si jamais vous faites un résultat qui est strictement supérieur à la valeur de chacune des deux cartes, vous êtes dans un résultat lumière, donc ça veut dire que vous allez pouvoir en général défausser une des deux cartes que vous avez tirées. Selon sa couleur, pique, cœur, carreau ou trèfle, vous allez soit avoir un petit bonus qui vous permet de retirer un de fatigue plus tard, soit vous allez gagner de la ressource. Et les ressources sont, comme leur nom l'indique, une ressource que vous dépenserez au cours de l'aventure, augmenter vos résultats de dés ou, quand vous en avez beaucoup, pour trouver des pistes. Donc c'est ça qui va vous permettre de trouver les 6 indices, les 6 pistes dont vous avez besoin dans l'aventure. Et l'autre carte va rentrer dans la map et devenir une nouvelle carte sur laquelle vous vous rendez. Si le chiffre de la carte que vous mettez est supérieur à la carte où vous vous trouvez, elle va au-dessus. Si elle est inférieure, elle va en dessous physiquement. Et si c'est le même nombre, ça va à gauche ou à droite. Et c'est comme ça que vous allez créer la map de la bibliothèque infinie et déplacer votre jeton dessus au fur et à mesure. Si vous avez un résultat ombre, c'est-à-dire que vous avez un résultat D qui n'est supérieur qu'à une seule des deux cartes, on est sur un résultat un petit peu mitigé. Si on est sur un résultat D qui est strictement inférieur aux deux cartes, alors là on est sur un résultat ténèbres et là il y a des grosses complications à résoudre. Les complications, ça peut être plein de choses. On va aller voir dans le tableau tout de suite des complications. Par exemple, vous êtes dans un terrain difficile, ou alors il y a un intrus qui vous pose des problèmes, il y a un mécène qui a besoin d'aide. Et en fait, ces difficultés-là, ces complications sont liées à un seuil de difficulté de 3 à 10. Et donc, vous allez devoir répéter l'action surmonter une complication jusqu'à atteindre le nombre de cartes qui est nécessaire pour atteindre la difficulté qui vous permet d'aller plus loin. Donc ça, c'est un des exemples de tables que vous allez rencontrer. Et sachez que dans le jeu, il y a pas moins de 15 pages de table à base de 2d6. 15 pages, donc si vous aimez l'aléatoire, là vous allez être heureux. Et en gros, l'idée c'est que c'est des pages d'événements, histoire d'orienter plus ou moins ce que vous allez faire, les rencontres que vous allez faire, les complications que vous allez rencontrer, les recherches que vous allez faire sur les cartes qui sont voisines de votre bureau, etc. Et par exemple, vous avez en table la description de la zone, des détails additionnels, dans quelle catégorie de la bibliothèque vous êtes, de quelle nature est la zone où vous vous trouvez. La nature est divisée en 2 tableaux, donc déjà c'est énorme. Est-ce que quel genre d'événement ou quel genre de secret vous trouvez à cet endroit-là? Quelles complications vous rencontrez? Donc ça c'est les difficultés avec leur seuil de difficulté, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, le setting sur les PNJ, c'est 6 tables, rien que pour les PNJ. Une table pour l'apparence, une table pour l'attitude. Quelle est sa motivation? Quel niveau d'excentricité il a? Est-ce qu'il a un œil de verre? Est-ce qu'il est chauve? Des trucs comme ça. Quel est son centre d'intérêt? Quelle est sa fonction dans la bibliothèque de l'infini? Bref, vous avez un nombre de tables colossal et franchement, vous allez lancer les dés beaucoup plus de fois que dans un jeu de société avec ce jeu. Ça, c'est à peu près tout le contenu que vous trouvez dans la bibliothèque infinie. C'est hyper flou. C'est hyper éthéré. J'ai pas du tout aimé la lecture de ce livre et j'ai pas du tout aimé l'excès de tables et l'excès de mécanique qu'il y a à l'intérieur. Donc moi franchement c'est pas un jeu que je vous recommande et je ne vais sûrement pas aller jouer dessus, ça c'est clair et net. Alors que après l'accident, lui m'a vraiment happé, m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et d'aller vivre cette aventure solo. J'espère que cette présentation des 3 ouvrages des Fondations de l'Imaginaire vous aura intrigué ou intéressé, voire même peut-être donné envie d'aller voir par vous-même l'un de ces 3 ouvrages ou les 3, pourquoi pas. C'était vraiment original de découvrir ça, surtout moi qui suis pas un adepte du journaling solo. Je sais que Nvaet est beaucoup plus intéressé par ce genre de jeu, mais voilà, je suis sorti un petit peu de mes sentiers battus et je suis curieux de voir si lui, après lecture des ouvrages, aurait un avis différent, mais il est déjà très pris par d'autres choses. En tout cas, comme je vous disais, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, c'est vraiment très cool. Si vous voulez continuer à nous soutenir et si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à nous suivre sur Discord, à liker, à vous abonner, à aller soutenir la chaîne via Tipeee, via Ludum, bref, faites donner de la visibilité à notre travail et surtout venez discuter avec nous puisqu'on est quand même des gens sympas, comme vous pouvez le voir en Actual Play, et on sera ravis de parler avec vous, principalement sur Discord mais aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis à très bientôt, c'était chouette de vous présenter cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que les prochaines vous plairont tout autant. Maintenant je vous dis à bientôt, profitez bien de la chaleur estivale, ciao ciao.